On essaie de faire ce qu'on peut, mais on ne fait pas tout ce qu'on voudrait. Alors je vais passer la parole à Patrick pour que... Pour improviser un peu, oui. Il se trouve donc que j'étais ici. Un, deux, trois. Il se trouve donc qu'il y a un an, je me trouvais ici comme modérateur. Et puis en fin de réunion, on a évoqué un peu plus largement la situation des coopératives, en particulier des coopératives financières, du Crédit Agricole. Et lorsqu'il était question que le prix soit remis à Thierry Desjardins aujourd'hui, Jean-Claude et son ami m'ont invité, m'ont dit tiens, si tu as l'occasion de venir, parler à nouveau de ce sujet. Peut-être qu'on peut régler le niveau du micro. 1, 2, 3. Oui, peut-être tu peux tourner l'autre aussi, oui. Peut-être, voilà, ça, il y a interférence. Donc profiter de l'occasion, eh oui, ça change un peu le son. Profiter de l'occasion pour développer ce sujet qui avait intéressé quelques spectateurs. Alors la vérité, c'est que je n'ai pas vraiment préparé d'intervention, j'ai développé un peu mon plan. Je vais essayer pendant une demi-heure de vous dire ce que je sais, ce qui m'intéresse dans ce domaine, et puis ensuite recueillir peut-être des témoignages, des questions pour développer. Et je crois qu'au total, il faut tenir sur le sujet 1 heure. Alors, parler pendant 1 heure du secteur social de l'économie, comme on dit, c'est sans problème. Le titre auquel j'ai pensé tout à l'heure, c'est plutôt la démocratie économique, car le sujet qui m'intéresse, c'est la démocratie économique. Et puis j'ai trouvé un lien avec aujourd'hui, c'est coup de pied dans la fourmilière ou le couteau dans la plaie. Je pense que l'article de Thierry Desjardins a été une occasion d'ouvrir des dossiers, des clés, des traités, et sur ce sujet des coopératives, des grandes mutuelles, il y a vraiment utilité à remuer le couteau dans la plaie, à éclairer, à interpeller. Et en relisant les notes ce matin, je me suis aperçu que dans le domaine des coopératives bancaires, le bon exemple que je cite toujours, c'est le mouvement des jardins au Québec. Ce mouvement des jardins, c'est comme le Crédit Agricole au Québec, c'est ce qui a permis le développement du Québec, une banque coopérative, mais celle-là est restée, elle évolue, elle connaît elle aussi des pièges nouveaux, mais malgré tout, sur le fond, elle est restée plutôt exemplaire. C'est-à-dire que sur la façade des banques des jardins est évoquée régulièrement, qui ne s'appelle pas banque, qui s'appelle mouvement, est évoquée régulièrement la redistribution des excédents, et la maison natale de Desjardins est devenue un musée, et à l'entrée de ce musée, une grande pancarte indique « Bienvenue chez vous ». Donc est toujours rappelée cette idée que les propriétaires du mouvement, ce sont les sociétaires. Alors évidemment, au Crédit Mutuel, il y a le même argument publicitaire. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout, mais c'est devenu beaucoup plus théorique encore que chez Desjardins. Alors le Desjardins du Québec, c'est Alphonse, et le Desjardins qui va être honoré aujourd'hui, c'est Thierry. Enfin, ça fait quand même une liaison pour ces deux sujets qui pourraient paraître un peu distants. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? On évoque régulièrement maintenant le secteur social de l'économie, qu'on a appelé ESS, économie sociale et solidaire, qui a donné lieu maintenant à un ministre qui s'occupe du sujet, mais qui est quelque chose de fourre-tout, assez largement, et même de roue de secours. Je conçois ça beaucoup plus comme la vraie alternative, c'est-à-dire la démocratie économique comme chance et peut-être comme seule chance pour l'avenir. Je crois vraiment, enfin opinion personnelle, mais je crois que c'est mieux en mieux partagé, que l'homme a joué au prédateur sur la planète, a joué en termes de combat, de conquête, de victoire, et a cru que chaque avancée technologique était une victoire sur la planète, et que peut-être aujourd'hui la planète règle ses comptes, reprend les victoires. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle la mondialisation, ce système qui fait qu'on devient tous une petite poussière dans un système global dans lequel, entre autres, une petite poignée d'individus bientôt vont posséder la moitié de la planète. Pour résister à cela, c'est bien sûr le combat de la démocratie, mais un combat qui semble difficile à gagner aujourd'hui, en particulier avec le numérique, avec cette activité nouvelle qui permet un contrôle de tous.
Et je crois réellement que c'est au plus près du terrain ensuite que les choses peuvent se gagner, et en particulier par l'économie, c'est-à-dire par le contrôle économique local, qui est l'exact contraire de la globalisation, de la mondialisation, par la démocratie locale. Et c'est là qu'interviennent ces structures que l'on peut appeler associations, mutuelles, coopératives. Ces associations ces structures qui existent depuis un certain temps, qui sont donc regroupées maintenant vaguement dans le secteur social de l'économie, mais qui en fait sont mal connues, mal gérées, mal utilisées, et sont une sorte de rideau de fumée. Et c'est bien pour moi tout le problème, vraiment tout le problème. C'est-à-dire que lorsque la structure grossit, c'est vrai pour les grandes mutuelles, c'est vrai pour les grandes coopératives, mais c'est vrai aussi pour les fondations, les grandes associations, cette structure devient une façade, devient quelque chose d'honorable, quelque chose auquel on se réfère en permanence. Lorsqu'on veut parler des valeurs, dire que l'on sait où on va, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et en fait, il ne faut surtout pas creuser, car la transparence est mortelle pour ces structures qui vivent dans la façade. Alors, bon, c'est vrai pour les grandes mutuelles, donc on sait qu'en principe, la différence entre une mutuelle et une compagnie d'assurance, c'est que la mutuelle appartient à ses sociétaires, contrôlée par ses sociétaires, tout comme les coopératives appartiennent à leurs coopérateurs, une banque coopérative appartient à ses coopérateurs, à ses sociétaires, et pas au capital. Mais cette différence est de plus en plus théorique, souvent évacuée, effacée, et c'est vraiment le sujet sur lequel il faut éclairer le public, alerter, et demander au public de se mobiliser. Parlons des coopératives, parce que c'est cette structure qui est globalement la plus riche, la plus prometteuse, et qui finalement aussi est mal connue parce qu'elle est très diverse. Et si elle est mal connue, comme pour les mutuelles, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi délibérément organisé par les propriétaires, entre guillemets, des structures, c'est-à-dire ceux qui les contrôlent. L'intérêt est d'avoir ce rideau de fumée et derrière de faire ce qu'on veut, ce que j'appelle moi le capitalisme sans capitaux. C'est-à-dire ces structures qui en principe ne dépendent pas du capital, mais de l'apport de chacun, une petite goutte d'eau, mais qui en fait ensuite sont confisquées, fonctionnent au profit de quelques-uns. Et pour les associations, donc je globalise tout ça, mais tout ça c'est la même nébuleuse, regroupée donc secteur social de l'économie aujourd'hui, mais c'est la même nébuleuse dans les objectifs, le comportement. Et pour les associations, j'ai un ami qui employait régulièrement la formule « balle de charité au profit des organisateurs ». Et c'est aussi une bonne formule, c'est-à-dire que les associations qui ont des intentions louables, qui s'engagent dans d'excellentes choses, la bonne question c'est quand même de se demander au profit de qui. Et parfois on s'aperçoit que des opérations sont lancées au profit d'une bonne cause qui en récupère X%, même 10%, mais que l'essentiel ne va pas là. Et c'est très simple donc de résumer la situation en parlant de balle de charité au profit des organisateurs. Et la chose contre laquelle il faut se battre, c'est contre ces déviances, ces déviations. Ce que j'appelle aussi, je parle de mes formules, mais on parlera tout à l'heure peut-être dans la salle des témoignages individuels, j'appelle aussi la logique de prédateur. Dans notre système politique, mondial, etc., on se retrouve avec ce système de prédateur, la loi du plus fort, le prédateur et la loi du plus fort. Et on retrouve ça à l'intérieur des structures quand elles sont confisquées par quelques-uns. Et en général, les apparences sont sauves pour qu'on ne s'aperçoive pas que c'est confisqué. Il est même considéré comme parfois déplacé, pas très élégant, même souvent, de venir poser des questions. Et pire, le système judiciaire, la justice, assez souvent, n'aime pas qu'on vienne poser des questions. Parce qu'en fait, on se retrouve dans la bien-pensance de l'oligarchie, des petits groupes, et mettre le coup de pied dans la fourmilière, demander le respect pur et simple de la loi la plus simple, c'est pas toujours bien vu. Alors pour les coopératives, la loi la plus simple, elle a un nom très précis, et qui est pratiquement jamais évoqué, c'est la loi du 10 septembre 1947. La loi du 10 septembre 1947, c'est un socle, c'est une bible. Toutes les structures coopératives très diverses, je vais essayer de vous présenter la diversité des structures, toutes ces structures dépendent de cette loi dite fondamentale.
Et l'esprit de la loi a été, est souvent oublié, et même justement les prédateurs tendent à modifier progressivement même la lettre de la loi. Et c'était le cas avec Hamon récemment, qui, alors là aussi, les gens bien intentionnés, on ne sait pas dans quelle mesure ils savent ce qu'ils font, ils se laissent manipuler, mais ceux qui manipulent en tout cas vont toujours dans le même sens, vider de leur substance ces lois excellentes qui veulent codifier les bonnes idées, qui veulent les mettre en place. La loi de 47, c'est un héritage du Conseil national de la résistance. Car dans la filiation de toutes ces idées de la démocratie économique ou la démocratie tout court, évidemment on peut remonter très loin dans tous les combats contre l'esclavage, les combats contre la domination, toutes les dominations en tout genre, et on va retrouver le socle des socles, la Révolution française, la liberté, l'égalité, la fraternité, et on va retrouver le communisme, et on va retrouver des exemples comme les kibbutz ou les kolkhozes, dans deux systèmes différents, mais qui s'inspirent de la même idée, de l'idée qu'on peut avoir une économie qui n'est pas prédatrice, qui ne cherche pas à gaspiller, donc à aller au-delà du nécessaire, et au-delà de ce qui en réalité est nécessaire pour être bien, pour être heureux, enfin bon, on tombe dans une notion un peu plus large, mais en tout cas, qui respecte la planète et qui cherche le nécessaire pour chacun. Donc, en remontant les filiations, on va trouver que c'est un souci de l'homme depuis toujours, le réflexe prédateur, tout comme, simultanément, celui de ce qu'on appellera les idéalistes ou les utopistes, les grandes utopies qui sont sur le chemin de tout cela, comme Fourier, comme plein d'autres. Bon, ce sont toujours des repères marquants. Il faut toujours s'y référer, mais c'est là où aujourd'hui, avec le numérique, qui est une menace éventuellement, mais qui est aussi une chance pour organiser cette démocratie de proximité, c'est là où aujourd'hui on peut avancer. Il est indispensable, si nous, collectivement, on ne prend pas le contrôle de ces structures aujourd'hui, c'est gâcher une chance formidable, et de toute façon, demain, il sera trop tard. Le Conseil national de la résistance, ça a été vraiment le terreau, au lendemain de la guerre, d'où sont sorties les idées les plus positives, les plus généreuses, les lois enfin les plus généreuses, les plus intéressantes, la générosité étant pas forcément un but en soi, mais les plus intéressantes. La loi sur la presse, toutes les grandes idées sont sorties du CNR, et donc cette loi de 47 qui a organisé les coopératives. Les coopératives viennent de plus loin. Et alors tout à l'heure, je vais terminer sur les coopératives bancaires, parce que c'est quand même au cœur de tout, et en particulier sur le crédit agricole, parce que, comme on l'a dit, c'est le monde rural, c'est ce qui pèse le plus dans bien des endroits pour les Français, et puis surtout, parce que le crédit agricole est devenu l'exemple, alors le top du top de la notion de prédateur, avec l'entrée en bourse de la Caisse nationale du crédit agricole, ce qui est là plus que de l'hybridation, là. On est vraiment dans le summum du prédateur, du mensonge, de bon. Alors les coopératives. La méconnaissance vient en partie de cette diversité, de cette richesse, mais de cette diversité des coopératives. L'esprit est le même, celui du CNR, de la loi de 47. Il faut toujours dire la loi de 47, et au tribunal, il faut toujours rappeler, la loi de 47, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer, et que tout le monde veut oublier, comme si c'était une formule désincarnée. Non, 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 la loi de 47, c'est un texte qui existe, et qui est le texte de base de la création de toutes les coopératives, les petites, les grandes, et dans tous les domaines. Et ces coopératives, elles sont très diverses, et cette diversité donc ne facilite pas la bonne appréhension par le public. Alors, par exemple, il y a les coopératives de consommateurs, c'est-à-dire les consommateurs qui possèdent un magasin, un établissement, et qui se ravitaillent dans ce magasin, on va en dire deux mots. Il y a les coopératives de commerçants, c'est-à-dire les commerçants qui ont des magasins indépendants et qui se regroupent dans une coopérative. C'est ainsi qu'on a en France Leclerc, Système U, plein d'autres, qui, Intermarché, enfin beaucoup, qui sont le contraire de Carrefour, d'Auchan. Carrefour, Auchan appartiennent à des capitalistes qui possèdent l'ensemble des magasins. Intermarché, Leclerc, d'ailleurs quand on présente Édouard Leclerc, on ne dit pas le président des magasins Leclerc, on dit le président du mouvement Leclerc.
parce que c'est un mouvement coopératif. C'est-à-dire chaque membre, enfin oui, chaque membre du mouvement est propriétaire de son magasin, ou plusieurs, mais l'enseigne elle-même appartient à la collectivité des membres qui décident ensemble. Et de façon toujours selon ce principe, parce que dans la loi 47, il y a beaucoup de principes de base qui sont parfaitement établis et qui sont essentiels, dont le principe « un homme, une voix ». C'est-à-dire, on est au summum de la démocratie appliquée dans l'économie. C'est-à-dire que celui qui est propriétaire de 100 n'a pas plus de droits et de pouvoir que celui qui est propriétaire de 1. Et ça, c'est le principe de la coopérative, l'un des principes de base essentiels de la démocratie coopérative, un homme, une voix. Et donc, dans un groupement Leclerc ou Intermarché ou autre, chaque commerçant est un commerçant indépendant, mais le mouvement en général appartient collectivement à tous ces commerçants. Donc ce sont des coopératives, mais des coopératives de commerçants. À ne pas confondre donc avec les coopératives de consommateurs, comme Coop Atlantique, comme Coop Normandie, maintenant Normandie Picardie, etc. Et la FNAC, qui est un excellent exemple de prédation. La FNAC, c'est Fédération nationale d'achat des cadres. Voilà, des cadres. Donc Fédération nationale d'achat des cadres, c'était une coopérative d'achat qui en principe fonctionnait pour toujours, puisqu'en principe on ne peut pas récupérer une coopérative. Ce sont des manœuvres subtiles qui permettent de les récupérer. Parfois au nom du dernier espoir de la population ou des salariés. Mais on ne peut pas en principe capter une coopérative. L'expérience montre qu'au-delà des principes, on peut le faire. Donc ces coopératives appartiennent aux consommateurs, aux acheteurs, et là on retourne sur les mêmes principes. Un homme, une voix, mais après il faut voir comment est organisée la démocratie. Tout le problème de la captation dans ces grandes structures, c'est que la démocratie est bafouée dans les faits, dans la réalité de son exercice quotidien et du contrôle. Donc il faut voir comment c'est exercé, mais en principe, démocratie, un homme, une voix, égalité absolue de tous les coopérateurs, il n'y a pas de promotion pour l'un, pour l'autre, il n'y a pas de négociation avec l'un ou avec l'autre, égalité, enfin bon. C'est ce qui fait la différence entre un magasin coopératif et le magasin coopératif, surtout, donc, c'est toujours la notion de non-profit, no profit, pas de recherche du profit. Le but d'un magasin coopératif, le but d'une banque coopérative, en principe, n'est surtout pas de placer un produit, de vendre un produit, d'augmenter son chiffre d'affaires, d'augmenter sa marge de profit. Pourquoi ce n'est pas le but? Parce que le profit, dans la loi, est redistribué aux sociétaires. Et là, au prorata de leur activité avec la coopérative. C'est-à-dire celui qui a fait 100 litres de lait doit recevoir dans la redistribution du profit final 100 fois plus que celui qui a fait 1 litre. Donc les profits ne profitent pas aux propriétaires du capital, ne profitent pas à des individus propriétaires. Le profit revient à ceux qui font fonctionner la coopérative. Donc évidemment, il n'y a aucun intérêt à augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter le profit qu'on va récupérer soi-même. Donc le but n'est pas de vendre des choses inutiles, c'est là toute la différence philosophique qui est passionnante, celle qui nous ouvre des perspectives dont on voit aujourd'hui à quel point elles sont nécessaires et même indispensables. Ne pas gaspiller, ne pas vivre mieux sans chercher toujours mieux, mais pas toujours plus, c'est la logique même de la coopérative qui n'est pas mue par le moteur du profit, du plus, de placer plus, non, de faire fonctionner mieux pour que chacun en tire le meilleur vrai profit, le meilleur intérêt. C'est en ça que les magasins coopératifs sont évidemment infiniment supérieurs aux magasins classiques, normaux. Et alors, que se passe-t-il dans toutes ces structures? Ça vaut pour les banques coopératives, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça vaut pour les magasins coopératifs. Elles sont bouffées de l'intérieur. Elles disparaissent bouffées de l'intérieur, ravagées par les prédateurs. Et on trouve, là, ces dernières années, ce truc extraordinaire que l'on veut les réinventer. C'est-à-dire, on tire un trait, un constat de décès, de captation, et puis on réinvente. Et c'est vrai pour les magasins, de façon extraordinaire. À Paris, au Louvre, à côté, enfin je ne sais plus l'adresse exacte, vient d'ouvrir un magasin qui s'appelle La Louve. Un magasin avait ouvert aux États-Unis, à reprise principe, où la totalité appartient aux coopérateurs, aux sociétaires, avec ceci en plus qui est excellent,
que chacun donne, je crois, 1 heure par semaine, par mois, enfin, donne un peu de son temps, quel que soit son statut social, un peu de son temps pour le fonctionnement au quotidien du magasin. Là, on est dans la vraie philosophie coopérative. Ça, c'est le petit plus qui est important. Et à Lyon, ils sont en recherche pour ouvrir un tel magasin. Et plusieurs endroits, à Lyon, c'est bien avancé, plusieurs endroits en France y pensent aussi. Ce qui est excellent, ce qui est bien. Mais sauf que c'est absurde, puisque dans le même temps, la COP Normandie-Picardie était bouffée de l'intérieur, alors que je ne sais pas si, enfin beaucoup doivent s'en souvenir, les magasins COP en France, il y avait des grandes surfaces, c'était devenu des magasins considérables. Et des magasins qui se sont retrouvés en faillite, et qui ont été repris justement par le commerce lui-même, c'est-à-dire par Auchan, Carrefour et les autres. Donc ces magasins, ils ne sont pas morts par hasard. Et le cap... Ils ont été repris essentiellement par Système U, au prétexte que c'était une coopérative. Oui, il y a aussi par Système U, c'est vrai. Mais enfin bon, tous les magasins ont été repris, le capital a été récupéré. Et le tribunal de commerce qui a validé les faillites, surtout, n'a pas, c'est ça qui m'a intéressé dans ce dossier précis, n'a pas recherché, parce que, alors, j'ai enquêté sur tous ces sujets depuis 30 ans, mais aussi comme militant, c'est-à-dire j'ai été élu au Crédit Agricole, au Mutuel du Mans, aux Assemblées Générales pendant 10 ans, etc., et aussi délégué COP Normandie-Picardie, etc., et pour voir comment ça se passait de l'intérieur. Et donc le tribunal de commerce a juste, pris acte de la situation, mais n'a pas cherché à savoir où était passé tout le profit qui avait été accumulé par les coopérateurs, tout ce capital formidable accumulé pendant des décennies, et n'a pas cherché les responsabilités, à contourner la loi en réattribuant une coopérative, que les réserves en principe sont impartageables, on ne peut pas réattribuer, on doit dissoudre. C'est un des socles pour que la coopérative, justement, ne soit pas menacée. Si elle ne fonctionne plus, on la dissout, on fait autre chose. Et là, concrètement, face au problème social qui se pose, le juge décide d'attribuer le pactole à des capitalistes, c'est-à-dire le renversement de la logique morale qui faisait exister l'établissement. Et on tire un trait, on dit bah tant pis, c'est comme ça. Et puis on dit tiens, on va réinventer notre coopérative à côté, c'est une idée sympa. Et évidemment, la logique, c'est que celle-là se développe et que le jour où elle sera devenue, elle aura accumulé du capital, elle sera bouffée de l'intérieur, ravagée de l'intérieur par ceux qui auront la possibilité, qui y seront installés. Pourquoi ? Parce que toutes ces structures, alors c'est vrai pour les COP de consommateurs, c'est encore plus vrai pour les COP bancaires, dont on va parler tout à l'heure, et c'est vrai dans toutes les grandes structures, pour dire aussi pour les COP laitières. Je ne sais plus où j'étais exactement, mais toutes ces structures, au fur et à mesure qu'elles oui, c'est ça, elles grossissent, le contrôle, voilà, c'est le point essentiel sur lequel j'étais parti. Le contrôle n'existe plus. Le contrôle devient plus que théorique. Il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire que les assemblées, qui se rend aux assemblées générales et qui a la parole et qui participe aux vraies décisions, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de contrôle, tout est fait pour que ce soit fictif, pour que ce soit creux, pour que ce soit vide. C'est organisé pour, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement la mauvaise volonté des sociétaires, ce n'est pas seulement leur fainéantise, entre guillemets. Non, tout est fait pour cela, mais le résultat est là. Et le problème central, c'est celui-là. À quoi bon avoir de bonnes idées, réinventer un bon système, si à côté, on laisse mourir ce qui existe. Et c'est vrai donc pour les banques coopératives, donc ce n'est pas un plan sujet par sujet, je mélange des sujets d'exemple et puis des sujets de fond. C'est vrai pour... j'ai pas de plan en fait. C'est vrai pour les banques coopératives où il n'y a pas de contrôle. Et les banques coopératives sont alors infiniment, je parlais de la banque qui appartient à ses clients, s'il y a un slogan, c'est un slogan, mais c'est un slogan, ça ne correspond rigoureusement à rien. Et ces banques coopératives qui sont sorties de leur finalité vraie, et alors penser que ces banques ne cherchent pas à faire du profit, ce serait fou, et ces banques en fait aujourd'hui sont propriétaires d'une multitude de filiales, ce qui est là encore complètement absurde. L'absurde de l'absurde étant les banques coopératives qui filialisent des banques commerciales. Quand le Crédit Agricole a pour filiale le Crédit Lyonnais, comment
vraiment l'exemple que je prends à côté, donc j'ai pas de plan, mais enfin je pense que vous suivez l'idée. Comment imagine-t-on, je sais pas, par exemple, la Croix-Rouge filialisant Matra Armement? Il y aurait une logique, la synergie. Ils sont vraiment sur le même dossier, ils sont tout à fait complémentaires. Et donc la Croix-Rouge pourrait parfaitement acquérir Matra Armement, faire du profit avec Matra Armement, enfin voilà quoi. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, après, dans le prolongement de cette logique, pourquoi pas un jour, bah aussi, faire rentrer la Croix-Rouge en bourse. Et là, on pourrait voir la synergie encore mieux entre la Croix-Rouge et Matra Armement. Et donc, là, si vous suivez un peu les réseaux où se développent les idées, où il y a des gens plein d'initiatives, et des utopistes de terrain qui sont des gens très bien, réinventent la banque coopérative, font des petites banques avec des principes moraux, un idéalisme, un fonctionnement parfait. Ça devient très difficile, puisque la Banque de France et des grands organismes de contrôle exigent des garanties importantes. Donc pour se développer, il faut atteindre une taille critique, c'est de plus en plus difficile. Mais surtout, si on laisse ronger de l'intérieur ce qui existe, en disant on oublie que ça existe, on oublie que ça devrait être contrôlé, et on réinvente la bonne idée, c'est d'avance accepter l'échec. Donc vraiment, le problème, c'est pas réinventer des structures qui existent, retrouver leurs racines, retrouver leurs valeurs, c'est-à-dire la loi de 47, relire la loi de 47, relire aussi des textes comme celui-là. J'ai fait de l'entrisme, mais on a aussi participé assez régulièrement aux réunions nationales, internationales de toutes ces grandes structures, JNC, Groupement National de la Coopération, Alliance Coopérative Internationale, enfin, il y a beaucoup de structures dans lesquelles travaillent des gens très bien, qui font des colloques très bien, la nourriture est excellente, l'ambiance est parfaite, et les textes produits sont souvent très bons. Et les rapports, là c'est des rapports année après année de toutes ces structures, on retrouve à peu près les mêmes choses année après année, la présentation des différents établissements, leurs statistiques, les valeurs qu'ils défendent, etc. etc. Mais concrètement, c'est de brasser de l'air, ça ne sert à rien, ça ne retombe pas, ça ne revient pas à la base. Ça permet juste de dire s'il y a interrogation et par rapport au pouvoir public, vous voyez, on fonctionne, on a des valeurs, on existe, on a une vraie vie démocratique. Or, c'est vraiment que l'apparence de la vie démocratique. C'est l'enfumage. On peut en payer mort. Oui, c'est l'enfumage, absolument. Rideau de fumée. Et donc, je le crois, on va le dire en conclusion, que le problème central, absolu, c'est de faire vivre la démocratie en ayant les idées claires sur le sujet et en faisant circuler l'information. Donc là, ce à quoi je crois, c'est la transparence, qui est le contraire de l'intrusion du numérique dans la vie quotidienne de chacun, ce qui est le danger. Mais la transparence dans le fonctionnement des structures, qui permet les contre-pouvoirs et qui permet réellement un contrôle par chaque citoyen, c'est maintenant possible, parce que les comptes rendus, les procès-verbaux, etc., qui n'étaient pas accessibles, peuvent être en ligne, ou alors peuvent être en ligne en permanence, et même encore mieux, filmés et consultables par tous en permanence, qui est vraiment la possibilité d'une nouvelle démocratie. Et je crois vraiment que si on ne se saisit pas maintenant de cette possibilité, ça sera laisser passer une chance qui est peut-être la dernière chance, vu l'évolution de la société, des rapports de force. Laisser passer cette chance et ne pas la retrouver, alors que je crois profondément que la démocratie économique est pas le dernier combat, le combat nécessaire pour que la démocratie sociale, politique puisse exister et pour que la société puisse être gérée réellement dans l'intérêt commun et pour qu'on se construise l'avenir que l'on peut souhaiter, qui est celui-là. Alors j'ai fait le tour de pas mal de sujets, là dans les notes évidemment il y a plein d'autres choses. Oui, dans les coopératives, donc je disais qu'il y avait une grande diversité. Coopératives de commerçants, coopératives de consommateurs, coopératives bancaires, que je mets de côté pour tout à l'heure, mais aussi coopératives de transporteurs, coopératives scolaires, et puis cet immense secteur des coopératives agricoles, et le monde agricole se retrouve à l'arrière-plan de beaucoup de ces activités. Et les coopératives agricoles, c'est un autre bon exemple de ce problème de la confiscation.
Je suis toujours alors ahuri quand je vois des sociétaires manifester devant une coopérative laitière, devant une coopérative viticole, casser un peu devant, etc. Enfin, nous avons là des propriétaires qui viennent casser ce dont ils sont propriétaires, alors qu'en théorie, toutes les décisions ont été prises à la majorité, un homme, une voix, personne en théorie, mais précisément, c'est la théorie. Et la démocratie est biaisée de multiples façons. Alors, bon, coopérative laitière, je ne vais pas redire. Si, ouais, parce que c'est un bon exemple de cet aspect des choses qui est la dimension. Dans le monde rural, on peut considérer d'un côté les CUMA et de l'autre côté coopératives laitières, coopératives viticoles, etc., etc. Les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun. C'est-à-dire, on achète un tracteur, on est 4, et chacun l'utilise un quart du temps. Ou l'un l'utilise un dixième du temps, et l'autre trois dixièmes, etc. Là, c'est l'intelligence absolue. Il n'y a pas besoin de tel outil pour une personne. Réparti entre 10 personnes, ça devient intelligent, rentable, rationnel. Donc la CUMA, c'est le bon exemple de dimension, et là, le contrôle démocratique ne pose pas de problème. Parce que se réunir, il y a une question d'échelle, une question de dimension, une question de notion de tribu. Se réunir à 10 ou 20 pour prendre les décisions, dire on va acheter tel outil, on fait la grille pour savoir qui l'utilise tel jour, telle heure, qui l'utilise, c'est parfaitement viable, chacun le comprend. En pratique, ça peut fonctionner facilement. Et donc, on a dans le monde agricole ce truc, la CUMA, qui est le bon exemple. Ça tient à la dimension, mais la transparence peut permettre de faire fonctionner aussi bien, il faut le vouloir. Et donc la transparence via le numérique aujourd'hui, on ne peut raisonner que comme ça. La transparence peut permettre de faire fonctionner aussi bien, doit le permettre, les grandes structures que les petites. Mais on a cet exemple, les CUMA qui fonctionnent très bien en tant que coopérative, et les grandes structures, c'est-à-dire donc, enfin les coopératives laitières, c'est l'exemple caricatural avec les manifestations régulières, et les grandes coopératives qui, elles, ne fonctionnent pas, ne remplissent pas leurs tâches, et deviennent en fait en concurrence avec les entreprises commerciales, les entreprises industrielles. Il n'y a plus vraiment de différence, et la notion de valeur ne se sent plus vraiment, et la notion de synergie entre les coopératives dans différents domaines qui peut permettre de revitaliser les coopératives agricoles et les coopératives de consommateurs, par exemple. Cette synergie ne fonctionne pas parce qu'on oublie, enfin on ne met pas en place les moyens de la faire fonctionner. Alors, comment la démocratie, peut-être tout à l'heure on m'a demandé s'il y a des gens qui ont l'expérience de fréquenter les assemblées générales, et s'ils ont l'impression que leur présence est utile et que leur opinion est prise en compte. Je vais prendre, oui, le Crédit Agricole, l'exemple du Crédit Agricole qui est le plus caricatural. Deux aspects. D'abord, vous ferez attention, quand il est question dans les articles de la presse d'une caisse de Crédit Agricole, on dit la caisse locale du Crédit Agricole ou la caisse régionale du Crédit Agricole. Ça n'existe pas. Si vous prenez les documents, vous découvrez la caisse locale de Crédit Agricole Mutuel. Tous les documents sont rédigés à ce titre. Vous trouverez la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel. Le mot mutuel a été décroché il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est dit, tiens, commercialement, le mot mutuel, c'est polluant. Et c'est ce jour-là que le Crédit Mutuel a mis le mot mutuel en avant. Le Crédit Mutuel a dit, bah, puisque le Crédit Agricole abandonne le mot mutuel, je le reprends. Et le Crédit Mutuel, je connais bien parce que c'est mon père qui a créé une des premières caisses de Crédit Mutuel dans l'Orne. Et j'avais 7-8 ans, j'étais sous la table. Et j'ai vu des bénévoles créer une caisse, engager leur nom pour déposer les statuts au greffe du tribunal, engager leur nom et le premier capital. Et là, dans l'esprit totalement de Raiffeisen, le fondateur des crédits mutuels en Allemagne, c'est-à-dire l'esprit, la lutte contre l'usure. Raiffeisen a fait ce qu'a fait Desjardins au Québec, c'est-à-dire dire il ne faut pas que les paysans mangent leur blé en herbe. C'est-à-dire le paysan qui avait sa récolte à préparer, qui arrivait, se trouvait sans sou, donc s'adresse à l'usurier, qui lui prête de l'argent pour aller jusqu'au moment de la récolte, ou de la moisson, ou de l'arrivée du troupeau.
Et au moment où rentre le profit de cette activité, il faut rembourser à un taux qu'on appelle donc usuraire, et le profit disparaît au profit de l'usurier. Donc la solution est très simple. C'est effectivement de créer des structures mutuelles, mutualisantes, des coopératives financières qui font qu'on met en commun ce que l'on possède, qu'on peut donc s'entraider, s'apporter sans recherche du profit. En disant, moi j'apporte ce que j'ai, je le mets à la disposition de tous, et la semaine prochaine, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, quand tu vas acheter une maison, ou ceci, cela, les autres vont avoir apporté ce qu'ils ont, le mettre à la disposition de tous, donc de moi, et voilà, sans dépendre de l'usure, nous allons pouvoir faire fonctionner notre système économique sur des bases morales, et sur des bases viables, et sur des bases viables à long terme, sur des bases intelligentes, morales, fiables, intelligentes, enfin tout pour plaire. Et donc, on crée une structure bancaire mutualiste, mutualisante, et on n'a plus besoin de l'usurier, ou, sa version moderne, du banquier commercial. Et donc, j'avais connu cette création, et au départ, il n'y avait pas d'agence. Au départ, il y avait une permanente, tous des bénévoles, et une permanente, qui recevait dans sa salle à manger les sociétaires qui venaient apporter leur économie, rechercher leur économie, etc. Alors évidemment, ça ne peut pas durer comme ça quand ça grandit, ce n'est pas possible. Mais c'est l'esprit. Et quelle est la question quand je dis utiliser le numérique pour la transparence, etc. C'est garder cet esprit dans les structures qui grandissent. Si on n'arrive pas à cela, évidemment, c'est l'échec assuré. Et le défi, c'est cela. C'est-à-dire garder l'esprit, le faire fonctionner dans des structures qui n'ont plus du tout la même dimension, pour lesquelles il faut inventer des mécanismes, des possibilités, mais garder l'esprit. Autrement, ce n'est pas la peine. Et autrement, il vaut mieux dissoudre. Mais surtout, ne pas offrir sur un plateau ce qui a été accumulé par, on va dire, le bénévolat, la bienveillance, l'idéalisme des uns, l'offrir sur un plateau à 2 ou 3 prédateurs qui vont venir tout rafler. Donc c'était la création du Crédit Mutuel, l'esprit de la création, qui était l'esprit de la création de toutes les petites structures avant qu'elles grandissent. Voilà, dans la salle à manger, les futurs administrateurs qui se réunissent pour dire, bah, tiens, on va faire un effort en commun. Et donc, quand le Crédit Agricole a abandonné le mot mutuel, le Crédit Mutuel qui lui-même avait déjà grandi, commençait à avoir des agences, ça n'avait pas encore de filiales, parce que le problème des filiales dans les banques coopératives, c'est l'horreur de l'horreur, enfin c'est l'absurdité totale. Le Crédit Mutuel a mis en avant ce mot mutuel que le Crédit Agricole a abandonné. Le Crédit Agricole a abandonné le mot mutuel pour faire moderne. Et en même temps, il a glissé cette ambiguïté dans le langage. On ne dit plus caisse de Crédit Agricole, mais caisse du Crédit Agricole. Pourquoi ambiguïté? Parce que c'est structuré de telle sorte que vous avez des caisses locales, 2000 caisses locales. Le nombre diminue, tout comme le nombre des caisses régionales diminue, mais bon, mettons 2000. 2000 caisses locales et 50 caisses locales sont propriétaires d'une caisse régionale, qui est la filiale des caisses locales. Ce sont des caisses de Crédit Agricole, quand c'est de Crédit. Si on dit caisse du Crédit Agricole, la caisse régionale du Crédit Agricole, donc ça devient une entité descendue d'en haut. Ça devient un sous-produit d'un Crédit Agricole voilà, qui est tout en haut. Et la caisse locale devient un sous-produit de la caisse régionale, une filiale, alors que c'est tout le contraire. Et à partir du moment où se glisse cette ambiguïté dans le langage, qui est plus qu'une ambiguïté, qui est cultivée, quand vous allez creuser, vous avez quand vous commencez à parler dans une assemblée générale, vous êtes le seul d'abord à poser des questions pointues qui ne relèvent pas de l'horaire d'ouverture du guichet ou de ces choses-là. Quand vous commencez à parler, vous êtes toujours bien accueilli, c'est sympathique, vous avez le sourire. Et quand vous commencez à poser des questions pointues qui mettent en cause les déviances, alors là, c'est plus du tout sympathique parce qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est délibérément que tout est organisé pour que le pouvoir soit opaque et que le pouvoir soit confisqué par les prédateurs. Donc, l'abandon du mot mutuel et la déformation entre caisse du Crédit Agricole à la place de caisse de Crédit Agricole, ce n'est pas innocent et c'est très important. Et le summum de tout ça, donc, c'est l'entrée en bourse, qui est quand même quelque chose de profondément, mais surréaliste. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement le mariage de la carpe et du lapin. Bon, et on sait bien que c'est pas la carpe qui va manger le lapin, mais c'est pas seulement contre nature, c'est un non-sens intellectuel,
Voilà, c'est comme le mariage de Maître Armement et de la Croix-Rouge. Ça n'a rigoureusement pas de sens. Et c'était rigoureusement impossible. C'est impossible au regard de la loi, il a fallu tout contourner. Et ça donnait lieu, là encore, alors là, pour des sommes considérables, à d'incroyables manipulations, détournements de fonds, opacité, avec des complicités chez les politiques qui ont couvert cette opération de ce qu'on a appelé mutualisation. Ce qui était complètement le non-sens par excellence. C'était l'antiphrase pour nommer la privatisation, la captation, la confiscation. On a parlé de mutualisation du Crédit Agricole. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple des caisses d'épargne quand même après, parce que... Oui, voilà. Bon, voilà. Non, mais je sais bien que plus dur c'est de démarrer, mais après le sujet est immense. Donc je vais terminer avec ces deux exemples. Oui, la privatisation de la Caisse nationale. Pourquoi on a parlé de mutualisation? Parce que la Caisse nationale de Crédit Agricole était un établissement public, justement, qui appartenait à l'État pour la distribution des aides, etc., etc. Et on a dit on va mutualiser le Crédit Agricole, c'est-à-dire de libérer de la tutelle publique et le rendre aux sociétaires. Louable, formidable, très bien. On ne peut qu'applaudir. Mais derrière ça, il y avait l'idée, non, on va le rendre aux sociétaires pour en faire une société anonyme, qui appartient aux sociétaires au départ. Mais cette société anonyme, on va la vendre en bourse. Or, là je ne vais pas développer, ça serait très long, mais vous regarderez ça attentivement, parce que c'est le cœur du non-sens. La Caisse nationale est une société anonyme, qui est cotée en bourse, qui est au CAC 40, et qui appartient à un peu moins de 50% au capital. Vous pouvez acheter des actions, vendre des actions, donc qui est intéressé par les fluctuations du marché boursier, etc., etc. Mais ça reste la filiale centrale des coopératives, caisse locale, caisse régionale. Caisse régionale, filiale des caisses locales, caisse nationale, filiale de la caisse régionale. Donc, les banques coopératives, en principe, ont en tête une société anonyme cotée en bourse. Et les profits, ça c'est comme l'évasion fiscale, c'est-à-dire que tout est organisé pour que les profits soient siphonnés de la base vers le haut. Donc les profits des sociétaires en bas remontent vers la Caisse nationale pour pouvoir être distribués en bourse. Bon, ça je vais terminer là-dessus, puis pour dire quand même un mot sur les caisses d'épargne. Mais vraiment, creuser cette histoire, éventuellement on en reparlera, si un jour on a l'occasion d'en reparler. C'est le summum du summum, l'entrée en bourse de la Caisse nationale du Crédit Agricole. Caisse d'épargne, un mot quand même. J'étais l'autre jour à l'Assemblée de la Caisse régionale de l'Orne, juste à côté de la directrice de la Caisse d'Argentan, qui est donc, par rapport au statut, la secrétaire, la gérante. Il y a deux responsables, pénalement responsables dans les structures banques coopératives, c'est le président élu et le salarié qui fait fonction de gérant et qu'on appelle secrétaire dans le vocable employé habituellement. Mais en fait, voilà, les deux se partagent la responsabilité, sont pénalement responsables. Donc je vais faire remarquer une chose, c'est qu'il venait lancer une campagne publicitaire, l'idée coopérative, notre idée depuis 2 siècles. Et j'ai dit non mais là c'est vraiment plus que de la pub mensongère. Elle ne me connaissait pas encore, on a fait connaissance, enfin elle me connaissait de nom et pas de visu, elle m'a fait connaissance à table. J'ai dit là, très vite elle a compris, parce que je dis publicité mensongère, parce que les caisses d'épargne sont devenues banques coopératives il y a 20 ans. Et j'ai terminé là-dessus. Pour le reste, pour une autre. Mais pourquoi les caisses d'épargne sont devenues des banques coopératives? Alors après, avec fusion avec les banques populaires, qui étaient elles, des banques coopératives depuis longtemps, mais déjà des banques coopératives qui avaient un droit démocratique très particulier. Et ensuite avec tout le scandale qu'on sait de la captation. Bon. Pourquoi elles sont devenues sociétés coopératives? En principe, une coopérative, elle est fondée par la base, par des sociétaires qui se réunissent, qui disent on partage un idéal, machin, mettons nos 3 sous en commun, nos efforts en commun, et on va créer quelque chose de moral, qui a une finalité qui nous convient, qui est le contraire du profit, le contraire de l'intérêt d'un ou deux, qui est l'intérêt commun, l'intérêt collectif, le plus intelligent possible. C'est ainsi qu'en principe, on crée une coopérative. Or, la Caisse d'épargne, on est parti d'établissements qui étaient, on va dire, parapublics, et l'État avait l'intention de privatiser les caisses d'épargne.
Et toute cette camarilla qui était là, qui avait le pouvoir depuis toujours, alors avec quelques structures, bon, on ne va pas tomber dans la démagogie sur les structures occultes qui existent dans la République sur tel ou tel endroit, enfin toutes ces structures qui avaient le pouvoir et qui sont très représentées dans les structures coopératives, ces dirigeants se sont dit qu'ils allaient tout perdre. Ils allaient perdre leur poste, leur job, leur truc, les caisses d'épargne, qui était un pactole formidable, allait devenir une entreprise privée, gérée par des gestionnaires privés, soucieux de rentabilité, de performance, etc. Donc, les dirigeants des caisses d'épargne ont dit, nous sommes des idéalistes. Nous allons transformer ces banques, non pas en sales sociétés commerciales, mais en belles sociétés coopératives. Et les caisses d'épargne sont aujourd'hui des banques coopératives créées de toutes pièces d'en haut. Créées de toutes pièces par la vente de parts sociales. Et là, je dis comme ce dernier point sur les parts sociales, qui sont aussi au cœur des problèmes que posent aussi bien les caisses d'épargne que les caisses de crédit agricole ou de crédit mutuel. Les parts sociales ont un statut très particulier. Elles forment pour la moitié des réserves impartageables que les sociétaires ne peuvent pas décider de partager, qui assurent la survie de la coopérative, qui assurent son matelas financier et que les sociétaires ne peuvent pas se redistribuer, surtout pas. Et les parts sociales, les excédents, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont redistribués au prorata de l'activité de chacun, pour qu'il n'y ait pas de profit, et que personne n'ait intérêt à faire fonctionner l'entreprise vers le profit, mais à dire que l'entreprise doit faire le minimum d'activité, le minimum d'argent, le minimum de pollution, le minimum de choses inutiles. On se concentre sur ce qui est utile. À quoi vont faire des profits en vendant des fariboles, puisque cet argent va nous revenir à nous qui avons pris les décisions. Donc, l'excédent est redistribué au prorata de l'activité, et les parts sociales, qui sont symboliques parce qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner l'entreprise, ne rapportent pas d'argent. C'est le contraire du capitalisme. Alors, il y a un intérêt aux parts sociales votées chaque année, quand même, pour compenser l'inflation, par exemple, etc. Mais qui est limité, plafonné. C'est la loi. Et plafonné à la moyenne du taux des obligations de l'État, etc., etc. Avec l'évolution des dernières années, ce maximum était devenu dérisoire. Et donc, l'intérêt aux parts sociales, le plafond, était devenu dérisoire. Ce qui ne permettait plus de les vendre, la dernière perversion, je vais vous signaler, devant les parts sociales comme placement financier. Parce que si vous regardez maintenant, les parts sociales au Crédit Agricole sont vendues comme placement financier. Oui, bien sûr, les caisses d'épargne aussi. Ben bien, ils ont commencé par ça, les caisses d'épargne, puisqu'ils n'existaient pas. Ils se sont créés comme coopératives, ils n'existaient pas. Donc la vente de parts sociales comme placement financier, alors j'ai eu des débats avec les principaux responsables de ces grandes structures, mais là, quand on leur met le nez dans le problème, disons, on provoque une crise majeure, parce qu'ils sont parfaitement incapables de justifier cette déviance totale. De vouloir transformer un outil, les parts sociales, qui sont faites pour assurer l'autonomie, l'indépendance des structures coopératives, leur permettre de vivre dans le respect des valeurs, en placement financier. C'est contre nature, et donc, voilà, on navigue dans tout ça en contre nature. Bon, je vais arrêter là, mais donc, mon idée centrale, personnelle, donc à cultiver, c'est que la démocratie économique, c'est une chance dont on a absolument besoin à une époque où la démocratie tout court est encore plus difficile à faire vivre, et que cette démocratie économique, elle existe, il y a des moyens formidables, dont les coopératives, les mutuelles, mais les coopératives en particulier, mais qu'il faut surveiller de très près la démocratie dans ces structures, qu'on a désormais les moyens, avec le numérique, d'avoir la transparence et d'être présent. Les assemblées générales sont bidonnées de A à Z, il faut intervenir, il y a des moyens pour le faire. Et je mettrai en ligne sur Testi un jour ou l'autre les prochains textes sur les moyens d'être actif, de faire de l'activisme dans ces structures de base. Il y a 10 millions de sociétaires propriétaires du Crédit Agricole, 10 millions de personnes. Bon, c'est bien, c'est le pouvoir absolu, c'est le premier pouvoir économique de France. Si les 10 millions de sociétaires du Crédit Agricole décidaient de faire vivre le pays avec les moyens financiers considérables selon une morale économique, eh ben c'est gagné.